La vie d'un bouffon médiéval n'était pas que rigolade. Derrière les blagues se cachait un travail difficile que peu de gens voudraient. Il devait être intelligent, rapide, et faire attention à chaque mot. Si tu penses qu'ils passaient leur journée à faire rire les gens, tu vas être surpris. Les rois et les nobles ne recrutaient pas n'importe qui capable de faire des bruits bizarres. Si c'était le cas, la plupart des jeunes garçons du royaume auraient trouvé un emploi à la cour. Ils cherchaient quelqu'un de malin, capable de lire une pièce plus vite qu'un soldat dégainerait son épée. Une mauvaise blague au mauvais moment pouvait transformer un banquet festif en une bagarre entre pays. L'entretien d'embauche pour devenir bouffon à la cour n'avait rien à voir avec les candidatures d'aujourd'hui. Chanter était essentiel, pas juste fredonner, mais savoir chanter des ballades et inventer des paroles sur le champ. Jongler faisait presque partie des exigences. Les talents de conteur étaient testés de manière approfondie, car un bouffon pouvait être amené à divertir des invités pendant des heures lors des longues nuits d'hiver. La mimique était sans doute la compétence la plus dangereuse, mais aussi la plus précieuse. Certains bouffons étaient tellement bons pour imiter les nobles que les gardes finissaient parfois par confondre les véritables nobles avec des bouffons faisant des imitations. Tout le monde ne choisissait pas de devenir bouffon. Beaucoup étaient simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Les archives historiques montrent qu'environ un bouffon sur 4 était un paysan qui avait attiré l'attention d'un noble. D'autres étaient capturés lors de guerres et offerts aux cours comme cadeau. Un présent humain enveloppé de clochettes et de vêtements colorés. Un aspect sombre de l'histoire des bouffons est l'exploitation des personnes ayant des différences physiques ou des handicaps. Ceux qui possédaient des caractéristiques inhabituelles étaient parfois contraints de jouer le rôle de bouffon contre leur volonté. Des cours à travers l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient ont toutes des archives de cette pratique cruelle. Les chanceux étaient ceux qui avaient une formation réelle. Ces artistes voyageaient de cour en cour avec des numéros préparés. Ils étaient des humoristes médiévaux, mais avec des enjeux bien plus élevés. Plutôt que d'être hués et expulsés de scène, ils risquaient d'être jetés dans un donjon si le roi ne riait pas. Être engagé ne garantissait pas une vie agréable. On devenait le système de divertissement ambulant du royaume et le sac de frappe verbale. Se faire réveiller à 3 heures du matin parce que le roi faisait un cauchemar et avait besoin d'être réconforté faisait partie du travail. Les bouffons devaient constamment comprendre la politique complexe de la cour. Les archives suggèrent qu'en moyenne, un bouffon restait environ 4 ans en service avant d'être renvoyé, de fuir ou de connaître une fin tragique. Pour ceux qui réussissaient, il y avait des récompenses au-delà de simplement rester en vie. Une blague bien placée au bon moment pouvait rapporter des bénéfices surprenants. Après tout, lorsque tu es le seul autorisé à moquer le roi sans perdre ta tête, tu espères qu'il y a quelque chose de valable dans ta bourse à la fin de la semaine. Alors, tu as réussi à entrer à la cour royale en tant que bouffon. Félicitations. Ta garde-robe se compose désormais de vêtements dépareillés et de couleurs vives. Tu portes un chapeau avec des clochettes et ton nouveau patron peut te faire jeter dans un donjon sur un simple caprice. Mais au moins, tu es payé, non? Certains bouffons de cour s'en sortaient plutôt bien. Ils recevaient un salaire régulier, mangeaient des repas préparés par les cuisiniers royaux, bénéficiaient d'un endroit sec pour dormir et recevaient des vêtements, bien que ces vêtements aient souvent ressemblé à un arc-en-ciel éclaté. L'habit typique du bouffon n'était pas vraiment quelque chose qu'on porterait pour impressionner un rendez-vous, sauf si ton rendez-vous avait une forte affinité pour les clochettes et les chaussures pointues. Selon les archives des cours européennes médiévales, un bouffon bien établi pouvait gagner à peu près le même salaire qu'un artisan de niveau moyen. En Angleterre, au XIVe siècle, les livres comptables royaux montrent que plusieurs bouffons gagnaient entre 10 et 20 livres par an, alors qu'un ouvrier ordinaire ne gagnait que 2 livres par an. Mais l'argent ne se trouvait pas vraiment dans le salaire de base. C'était dans les primes. Un bouffon apprécié pouvait obtenir des avantages généreux. Un bouffon en Angleterre reçut un morceau de terre après avoir fait rire le roi lors d'une crise politique. La subvention de terre spécifiait qu'elle était donnée pour des services de divertissement et de bons conseils. Un autre bouffon de cour reçut une forme de paiement inhabituelle mais précieuse, de la bière. Les archives d'une cour allemande montrent qu'un bouffon recevait un gallon de bière par jour
chaque jour, à vie. Cela fait 365 gallons par an. De quoi s'assurer que ces blagues devenaient de plus en plus drôles au fur et à mesure que la soirée avançait. Du moins, dans son esprit. Les cadeaux royaux incluaient parfois des bijoux, des pièces d'or, voire du bétail. Mais ces récompenses ne s'appliquaient qu'aux bouffons qui travaillaient pour des rois qui les aimaient vraiment. Si tu te plantais, ta récompense pourrait être une nuit dans le donjon, ou pire, une promotion rapide sur la liste des invités de l'exécuteur. La rémunération variait énormément d'une cour à l'autre. Un bouffon dans un royaume riche pouvait gagner plus que certains petits nobles, tandis qu'un bouffon dans une cour plus modeste ne recevait que des restes de nourriture et un lit grattant près des chevaux. Certains bouffons ont découvert qu'en dormant près des chevaux, ils n'étaient pas le plus mauvais des performeurs du château. Les petits conforts comptent quand tu es tout en bas de l'échelle sociale. La plupart des bouffons ne pouvaient pas économiser assez pour prendre leur retraite confortablement. Ils restaient dépendants de leurs mécènes royaux, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus performer. Ils ne pouvaient pas prendre leur retraite riche à moins d'être très intelligents pour économiser leur argent. Très drôles pendant très longtemps, ou très chanceux. Mais malgré leurs blagues intelligentes et leur habileté politique, les bouffons devaient faire bien plus que simplement faire rire les gens pour gagner leur pain. Leur travail allait bien au-delà de la simple comédie. Que faisait exactement un bouffon médiéval toute la journée? La réponse? Bien plus que de simplement raconter des blagues. Les bouffons de cour étaient les couteaux suisses du divertissement médiéval. Ils avaient besoin de multiples compétences juste pour survivre à la semaine. Avant tout, les bouffons devaient maîtriser plusieurs arts de la scène. Ils devaient chanter des ballades, jouer d'instruments allant des tambours simples aux luttes complexes et danser des chorégraphies élaborées qui racontaient des histoires ou se moquaient des événements actuels. Un registre de cour anglais décrit un bouffon qui exécuta une danse si sauvage qu'il semblait possédé par 20 esprits, chacun plus joyeux que le dernier. Les acrobaties et les cascades physiques étaient les chouchous du public. Beaucoup de bouffons savaient faire des flips, des équilibres sur les mains et des splits, des talents qui devenaient particulièrement impressionnants après le 8e tour de bière servi à dîner. Les bouffons les plus talentueux développaient des gestes signatures que la cour demandait par leur nom. Les imitations d'animaux figuraient étonnamment en tête des compétences requises. Les archives de cour de France décrivent un bouffon capable d'imiter 14 animaux différents. Des cris de coq aux hurlements de loup. Son imitation d'ours était soi-disant si convaincante que les chiens de chasse aboyaient d'alarme chaque fois qu'il la jouait. La marionnette et les effets sonores étaient aussi des talents essentiels pour les bouffons. De petits spectacles de marionnettes leur permettaient de raconter des histoires qui auraient été trop politiquement dangereuses à jouer eux-mêmes. Certains bouffons devenaient célèbres pour leur capacité à imiter les sons de bataille, de tempête, ou même les ronflements de la reine, bien que cette dernière imitation puisse t'offrir une nuit dans le donjon si Sa Majesté ne trouvait pas cela amusant. Mais le divertissement n'était qu'une partie du travail. Les bouffons servaient aussi de messagers entre les nobles, surtout lorsque les messages devaient être livrés avec délicatesse. Les mauvaises nouvelles devenaient un peu moins mauvaises lorsqu'elles étaient enveloppées dans une blague ou une chanson. Les cours médiévales utilisaient les bouffons pour annoncer des augmentations d'impôts, des pertes de bataille ou des insultes diplomatiques, car le messager était moins susceptible d'être puni si tout le monde riait. Le côté le plus difficile du travail était probablement de servir de soupape émotionnelle pour la noblesse. Lorsque les rois ou les seigneurs se sentaient frustrés, ennuyés ou en colère, ils faisaient souvent appel à leurs bouffons pour les distraire. Ces situations étaient comme désamorcer une bombe en jonglant et en chantant. Un faux mouvement et tout pouvait exploser. Le rôle de bouc émissaire revenait au bouffon bien plus souvent qu'il ne l'aurait souhaité. Si un noble renversait sa boisson, le bouffon pouvait être accusé de l'avoir distrait. Si une dame trébuchait, c'était sûrement à cause de la performance du bouffon qui l'avait rendu étourdi. Ce jeu de culpabilité permettait aux nobles de sauver leur honneur en redirigeant la gêne. Les meilleurs bouffons transformaient ce travail exigeant
en une position d'influence inhabituelle. Ils devenaient des compagnons de confiance, capables de dire des vérités que d'autres ne pouvaient pas dire. Ils rappelaient au roi leur humanité et aidaient à désamorcer les tensions lors des moments tendus. Un bouffon capable de faire rire un roi furieux pendant une crise pourrait éviter des décisions qui autrement entraîneraient des bains de sang. Cette combinaison étrange de divertisseurs et de conseillers de confiance créait un respect particulier. Bien qu'ils fussent publiquement moqués pour leur apparence et leur comportement, les bouffons habiles étaient secrètement appréciés pour leur sagesse et leur perspicacité. Et parlant de dire des choses que les autres ne pouvaient pas dire, la capacité du bouffon à dire la vérité au pouvoir était sans doute leur talent le plus dangereux, mais aussi le plus précieux. Voici quelque chose qui pourrait te surprendre à propos des cours médiévales. Alors que la plupart des gens seraient exécutés pour avoir insulté le roi, le bouffon de cour pouvait le moquer ouvertement et parfois même être récompensé pour cela. Ce n'était pas simplement un accident, c'était en fait une partie intégrante du travail du bouffon. Les rois médiévaux n'étaient pas vraiment connus pour accepter la critique. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le bouffon pouvait pointer les erreurs du roi, se moquer de son apparence ou remettre en question ses décisions tant qu'il le faisait de manière à faire rire les gens. Cette liberté d'expression venait avec des règles strictes non écrites. Le bouffon devait être astucieux dans la façon de livrer ses critiques. Une critique dissimulée dans une histoire drôle. Parfait. Une blague insultante avec une touche flatteuse à la fin. Encore mieux, une insulte directe sans humour. Cela aurait même valu à un bouffon de finir dans le donjon. Ou pire, les archives royales de toute l'Europe contiennent des exemples fascinants de bouffons ayant maîtrisé cet art délicat. En Angleterre, un bouffon devint célèbre pour sa performance annuelle qui se moquait des politiques financières du roi. Chaque année, lors d'une fête spécifique, il exécutait une danse élaborée, récitait une rime sur des impôts trop élevés et terminait par une libération parfaitement chronométrée, disons un pet contrôlé. Oui, ce bouffon gagna littéralement des terres et de l'or en exécutant une danse qui se terminait par un paix sophistiqué dirigé contre les politiques fiscales royales. À la cour de France, des récits historiques racontent qu'un bouffon entra un jour dans une réunion royale en portant une couronne faite de paille. Lorsqu'on lui demanda, par le roi furieux, ce qu'il faisait, le bouffon répondit « Je m'entraîne pour être vous, votre majesté. Tu as tellement agi comme un imbécile dernièrement qu'on va bientôt devoir échanger nos chapeaux. » Au lieu de l'exécuter, le roi aurait ri et réévalué ses récentes décisions. Ses performances n'étaient pas seulement amusantes, elles jouaient un rôle vital dans la gouvernance médiévale. Les rois étaient entourés de gens qui leur disaient constamment ce qu'ils voulaient entendre. Dans cet environnement, le bouffon est devenu la seule source fiable de retours honnêtes. Certains souverains comptaient activement sur leur bouffon pour cette raison. Quand tu es le seul à pouvoir dire au roi qu'il a l'air ridicule sans être jeté dans une rivière, tu apprends soit le sens du timing, soit à nager. Plusieurs mémoires médiévaux, rédigés par des conseillers royaux, mentionnent la consultation avec le bouffon de cour avant d'annoncer de mauvaises nouvelles au roi, dans l'espoir de trouver l'approche la plus sûre. Mais cette liberté unique n'était pas sans risque. La protection n'était pas parfaite. De nombreux récits existent de bouffons qui allaient trop loin, lisaient mal l'ambiance, ou simplement tombaient sur un roi de mauvaise humeur. Apprendre à raconter des blagues était la partie facile d'être un bouffon. Savoir exactement quand s'arrêter, c'était ce qui garantissait ta survie. Les documents de diverses cours décrivent des punitions allant des coups de bâton à l'emprisonnement pour des bouffons dont les blagues franchissaient la ligne. Certains ont disparu complètement des archives de cour après des performances particulièrement audacieuses, leur sort étant non enregistré, mais aisément deviné. Les bouffons véritablement réussis développaient une capacité presque surnaturelle à ressentir les humeurs et à capter les indices subtils. Cette compétence ne servait pas uniquement à survivre, elle les rendait étonnamment influents, tandis que les bouffons de cour, grâce à leur position unique, influaient parfois sur les décisions du royaume. Ceux qui n'avaient pas la protection royale faisaient face à une réalité beaucoup plus dure au-delà des murs du château.
Tous les bouffons n'avaient pas la chance de décrocher un poste à la cour royale. Pour chaque artiste qui portait de belles clochettes et mangeait des repas préparés par les cuisiniers royaux, il y en avait des dizaines qui se produisaient dans les places de village, les chemins poussiéreux et les tavernes sales juste pour gagner de quoi payer leur prochain repas. Ces bouffons errants vivaient une vie totalement différente de celle de leurs homologues de cour. Les bouffons de cour se souciaient de plaire à un seul patron, le roi. Les bouffons errants devaient plaire à tout le monde, partout, tout le temps. Et les foules médiévales n'étaient pas exactement connues pour leur retour poli. Les artistes itinérants se déplaçaient de ville en ville, portant tout ce qu'ils possédaient. Leur scène était là où les gens se rassemblaient, marchés, cours de taverne ou espaces publics du village. Ils se produisaient sous la pluie ou sous le soleil, par la chaleur estivale ou le froid hivernal. Beaucoup de bouffons errants mouraient jeunes, victimes des intempéries ou des maladies contractées lors de leur déplacement. Contrairement aux bouffons de cour qui recevaient des repas réguliers, les artistes itinérants mangeaient en fonction de la qualité de leur performance du jour. Les gens lançaient des pièces s'ils étaient bons, des pierres s'ils ne l'étaient pas. Rien n'améliore tes compétences en jonglage, comme savoir que l'échec signifie à la fois la fin et une blessure à la tête. Les archives des conseils municipaux médiévaux montrent que les artistes itinérants étaient rarement accueillis favorablement par les autorités locales. De nombreuses villes avaient des lois interdisant aux hommes sans maître de rester plus d'une ou deux nuits. Cela signifiait des déplacements constants, des nuits passées dans des granges, sous des chariots ou dans des fossés au bord de la route. Certains bouffons rejoignaient des groupes d'artistes itinérants qui se produisaient lors de festivals saisonniers, de marchés, et parfois dans les maisons de petits nobles. Voyager en groupe offrait un peu de sécurité, mais signifiait aussi partager des revenus déjà minimes. Se produire devant des paysans plutôt que devant des nobles présentait ses propres défis. Les foules étaient souvent ivres, bruyantes, et prêtes à devenir violentes si elles n'étaient pas diverties. Un bouffon de cour pouvait craindre le donjon pour une mauvaise blague, mais un artiste de rue craignait le poing immédiat d'un fermier déçu, dont les bras étaient gros comme des troncs d'arbres. Pour survivre, les bouffons errants avaient besoin d'une mémoire incroyable. Ils devaient apprendre des centaines de blagues, de chansons et d'histoires adaptées à différentes régions. Ce qui faisait rire dans un village pouvait provoquer une bagarre dans le suivant, à cause des rivalités locales ou des dialectes différents. Les problèmes de santé étaient sans doute le plus grand défi. Si tu étais malade ou blessé, personne ne s'en souciait. Il n'y avait pas de congé maladie, pas de paiement pour invalidité. Tu devais performer, ou bien tu mourais de faim. Beaucoup de bouffons développaient des maladies chroniques après des années de cascades physiques, d'exposition aux intempéries et d'une alimentation insuffisante. La concurrence était féroce et parfois mortelle. Les meilleurs emplacements pour performer dans les marchés animés ou lors des festivals étaient disputés, parfois de manière littérale. Quand toute ta subsistance dépend de ta capacité à te tenir exactement au bon endroit, au bon moment, tu défends cet emplacement avec acharnement. Malgré ces difficultés, certains bouffons errants réussissaient de manière remarquable. Quelques-uns devenaient assez célèbres pour que des villes les payent pour venir. D'autres développaient des compétences si uniques que des marchands riches les engageaient pour des événements privés. Pour la plupart, cependant, la vie de bouffon errant signifiait vivre à un seul rire de la catastrophe, sans filet de sécurité si la chute tombait à plat. Tandis que les bouffons de cour s'inquiétaient de garder leur tête, les artistes de rue se souciaient de garder leurs dents, à la fois des foules en colère et de la simple privation de nourriture. Les bouffons n'avaient pas d'immunité spéciale contre les maladies. Malgré leurs vêtements colorés et leur esprit rapide, ils attrapaient des poux, des puces, des fièvres, et pire encore, tout comme tout le monde à l'époque médiévale. En fait, leur mode de vie les exposait souvent à un risque plus grand que la personne moyenne. Les bouffons de cour vivaient dans des châteaux, ce qui pouvait sembler attrayant jusqu'à ce qu'on apprenne à quoi ressemblaient vraiment les châteaux médiévaux. Les vrais châteaux médiévaux étaient froids, humides et infestés de vermine. Les rats couraient dans les couloirs, apportant des puces et des maladies.
Les fenêtres mal isolées laissaient entrer la pluie et la neige. La fumée des cheminées remplissait les pièces parce que les conduits de cheminée étaient mal conçus. Les archives médicales des foyers royaux révèlent que les maladies respiratoires étaient extrêmement courantes parmi le personnel de cour, y compris les bouffons. Un médecin médiéval écrivait qu'il pouvait identifier les serviteurs du château rien qu'à leur toux, notant que les bouffons avaient la toux la plus distinctive, car ils devaient se racler la gorge avant leur performance. Certains bouffons étaient même forcés de divertir les victimes de la peste pour remonter leur morale lors des épidémies. Les archives de cour des années 1400 mentionnent des bouffons envoyés se produire dans des zones de quarantaine, une mission qui revenait en fait à une sentence de mort. Peu d'entre eux sont revenus de ces tristes performances. La sécurité alimentaire n'existait pas à l'époque médiévale. Les bouffons mangeaient ce que tout le monde mangeait, de la viande partiellement avariée, des légumes cultivés dans des déchets humains, et du pain souvent coupé avec des ingrédients de remplissage pour faire durer la farine. L'eau était généralement impropre à la consommation. C'est pourquoi même le petit déjeuner comprenait souvent de la bière ou du vin à la place. Il est difficile d'être drôle dès le matin, mais c'est encore plus difficile quand on est légèrement ivre à cause du fait que ta tasse d'eau du matin t'aurait donné une diarrhée mortelle. Les problèmes dentaires étaient particulièrement difficiles pour les bouffons. Comment faire rire les gens quand tu souffres d'un abcès dentaire? Il n'y avait pas de dentiste, seulement des barbiers qui arrachèrent les dents pourries sans anesthésie. Les archives judiciaires mentionnent des paiements aux barbiers pour traiter les problèmes dentaires des bouffons, ce qui suggère que c'était un problème courant. Pour les bouffons itinérants, les risques pour la santé se multipliaient. Dormir à la Belle Étoile ou dans des auberges bondées et insalubres. Ils marchaient des kilomètres entre les villes, développant des ampoules susceptibles de s'infecter. Les voyages en hiver entraînaient des engelures. L'été signifiait des coups de chaleur. Malgré ces défis de santé, ou peut-être à cause d'eux, les blagues sur les maladies, la mort et les fonctions corporelles étaient en réalité populaires au Moyen Âge. Les gens utilisaient l'humour noir pour faire face à la présence constante de la maladie et de la mort. Les blagues sur les excréments n'étaient pas réservées qu'aux enfants. C'était une haute comédie quand tout le monde était régulièrement témoin de l'horreur de la dysenterie. Les bouffons qui parvenaient à rire de ces réalités sombres étaient particulièrement appréciés. Une chose que les gens se souvenaient toujours, c'était de qui les faisait rire quand tout le reste semblait s'effondrer. Les archives montrent que pendant les pires épidémies de peste, les souverains gardaient leurs bouffons près d'eux, non seulement pour les divertir, mais aussi pour un soutien émotionnel. Un bouffon capable de faire des blagues alors que le monde semblait finir gagnait un type particulier de respect. Dans un monde rempli de maladies, le rôle d'un bouffon était de minimiser la misère, même lorsque cette misère frappait à leur propre porte. Toutes les performances finissent par s'arrêter. Pour les bouffons médiévaux, vieillir signifiait faire face à une dure réalité. Il n'existait pas de maison de retraite pour les fous de cour. Une fois les genoux devenus trop raides pour les saltos ou les voix trop éraillées pour chanter, les jours de la bouffonnerie professionnelle étaient comptés. Les documents du XVe siècle révèlent que plus des 2/3 des bouffons de cour disparaissaient simplement des registres de paiement des châteaux après avoir atteint la quarantaine, considéré comme un âge avancé au Moyen Âge. Contrairement aux artisans qui pouvaient enseigner à des apprentis ou aux paysans qui pouvaient se tourner vers des tâches moins difficiles, les bouffons vieillissants avaient peu de choix. Leur valeur entière dépendait de leur esprit rapide et de leur agilité physique, des qualités qui s'estompaient avec le temps. Une minorité chanceuse parvenait à rester dans les châteaux avec des rôles moins exigeants. Les registres de cour mentionnent des anciens bouffons devenant des conteurs pour les enfants nobles, une fois que les acrobaties étaient devenues impossibles. D'autres devenaient les gardiens des traditions de divertissement, enseignant aux jeunes artistes les blagues et les chansons qui avaient plu aux souverains précédents. Certains fous de cour avaient économisé assez pour ouvrir des tavernes où les clients devaient payer pour leurs boissons, qu'ils rient ou non. Enfin, un public captif. Les maisons religieuses acceptaient parfois des anciens artistes,
surtout ceux ayant joué dans des pièces religieuses ou sachant lire et écrire. Le passage de la blague corporelle à la copie de textes religieux représentait un changement de carrière considérable. Un document de monastère mentionne un ancien bouffon qui ne pouvait s'empêcher de dessiner des visages rigolos dans les marges des livres sacrés. Pour ceux sans économies ou faveurs royales, les choix étaient sombres. Certains rejoignaient des troupes itinérantes comme costumiers. D'autres devenaient des mendiants utilisant leur talent pour attirer quelques pièces de charité. Un certain nombre finissaient comme les fous sages des villages, des personnages étranges qui survivaient grâce à la bonté de la communauté, tout en offrant de temps à autre des spectacles ou une sagesse étrange. Les livres de contes des châteaux mentionnent rarement des paiements pour les bouffons retraités. Le roi Henri d'Angleterre accordait une somme annuelle de 6 livres à un vieux fou de cour. Cela suffisait à couvrir les besoins alimentaires et un logement de base, mais pas grand-chose d'autre. Une telle générosité était extrêmement rare. La plupart des souverains remplaçaient simplement les divertisseurs vieillissants par des performeurs plus jeunes et plus dynamiques. Quand on passait des décennies à faire rire les nobles de la vieillesse et de la faiblesse, la blague devenait tôt ou tard l'histoire de sa propre vie. Peut-être la partie la plus triste était la rapidité avec laquelle même les bouffons célèbres étaient oubliés. Leur rôle était de créer des moments mémorables. Pourtant, l'histoire a gardé peu de traces de leur réalisation. Nous savons plus de choses sur les serviteurs ordinaires que sur ceux qui divertissaient les souverains puissants en temps de guerre et de désastre. La fin pour la plupart des bouffons n'a pas été enregistrée avec importance. Aucune tombe particulière n'a été érigée. Aucun chant ne les a rappelés. La cour continuait simplement avec quelqu'un de nouveau. Le nouveau souverain voulait un fou différent, avec des blagues originales. Et l'ancien artiste, jadis sous les projecteurs, pouvait se retrouver à mendier à la porte du château. Une chute brutale pour quelqu'un qui, autrefois, attirait toute l'attention dans les salles royales. Bien que la carrière du bouffon ait commencé dans le rire, elle se terminait souvent dans le silence, montrant que le métier de divertisseur médiéval était véritablement l'un des plus difficiles et ingrats de l'histoire.